Bonjour et bienvenue sur No Limit Sécu, le podcast francophone hebdomadaire dédié à la cybersécurité. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'Azure AD avec Vincent Letout. Bonjour Vincent. Bonjour. Pour discuter avec lui, les contributeurs No Limit Sécu sont Hervé Schauer. Bonjour. Nicolas Ruff. Bonjour. Et Vladimir Collard. Bonjour. Alors Vincent, on a déjà réalisé ensemble plusieurs épisodes, mais pour les auditeurs qui ne les auraient pas écoutés, est-ce que tu voudrais bien te présenter ? Oui, bonjour, donc je suis Vincent Letout, je suis le responsable de l'équipe CERT pour le groupe Vinci et je suis également l'auteur de Ping Castle. Alors Vincent, quelle est la différence entre Azure AD et AD ? Oui, alors là, on retrouve AD dans les noms des deux produits, mais en fait, je pense que c'est des choses qu'on va vraiment rien à voir parce qu'un Active Directory, c'est un ensemble de protocoles legacy, il y a un annuaire LDAP, il y a du Kerberos, il y a aussi des politiques de sécurité, ce qu'on appelle les GPO, les échanges de fichiers avec le SMB. Alors qu'Azure AD, c'est vraiment un produit destiné à l'authentification web, c'est-à-dire qu'il implémente les protocoles OpenID et OAuth. Alors que pour l'Active Directory, c'est plutôt les NTLM, Kerberos. C'est un annuaire classique, plutôt à plat. Alors là où il y a des points qu'il faut appuyer, c'est que dans Azure AD, il n'y a pas vraiment de compatibilité avec Azure. Il y a des passerelles, mais elles ne sont pas tout à fait complètes. Il y a un point qui pour moi est structurant pour le moment, c'est l'absence de politique de sécurité, ce qu'on appelle les GPO. Il faut savoir que dans un Active Directory, on peut tout configurer, c'est déployé sur les ordinateurs et c'est appliqué. Alors que pour l'Azure AD, à ma connaissance, il n'y a pas de GPO. Il existe un truc pour déployer des packages et des politiques comme ça, mais c'est pas du tout comme ça. Pour que les protocoles de communication soient aussi complètement différents, pour l'Active Directory, donc c'est le LDAP, le SMB, le RPC, on a déjà parlé. Alors que pour l'Azure AD, c'est vraiment que des API en mode REST. Donc les modes REST, c'est des requêtes HTTP avec des tokens. Et enfin, en termes d'organisation des users, l'AD, on met une espèce d'arborescence, on met des arbres, donc c'est fait dans des OU, dans des conteneurs ou des choses comme ça. Alors que l'Azure AD, dans sa version par défaut, c'est complètement à plat, donc il n'y a pas d'arborescence, il n'y a pas de descripteur de sécurité. Alors il y a possibilité dans une version AD Premium de le coupler en conteneur, il y a un mot que je n'ai pas à la bouche, mais mis à part ça, quand on est admin de l'AD, c'est vraiment pour tout, ou sinon on n'est pas admin. C'est vraiment quelque chose de très vraiment blanc ou noir Azure AD comparé à l'AD qui a plein de niveaux de gris. Juste pour compléter, sur la partie, trois sujets, sur la partie passerelle, il y a quand même l'ADFS qui permet de faire une grosse partie des échanges entre justement l'AD interne, on va dire Legacy, et Azure AD. Sur les policies, les stratégies de sécurité, il y a quand même les conditional access qui te permettent quand même de gérer un certain nombre de mesures de sécurité, mais principalement sur comment vont s'authentifier les gens, d'où ils viennent, etc. Et puis le dernier point, c'est sur le fait que Azure AD soit à plat, plus ou moins, parce qu'en fait, tu as quand même tout ce qui est groupe qui te permet de créer finalement un peu comme une arborescence, mais sous forme de groupe. Mais c'est vrai que c'est plus groupe que arbre comme l'AD classique. Et alors il y a des passerelles, le mode hybride avec un espèce de trust Kerberos, il y a des DFS, il y a des fédérations, il y a des produits payants type Okta, Ping Identity, il y a plein de choses. Mais j'ai vraiment essayé de mettre les choses à plat. Et c'est vraiment, si on a juste l'Azure AD et des stations Windows, et ben on n'a pas le même niveau de fonctionnalité qu'avec un Active Directory. Ouais, c'est vrai que ça s'appelle AD, Azure AD, mais au fait ça n'a rien à voir. Là où c'est encore plus confusant, c'est que tu peux faire héberger ton AD classique dans le cloud et ça s'appelle Active Directory Domain Services et ça c'est du vrai AD, mais ça ne s'appelle pas Azure AD. Pourquoi ce nom alors ? Pourquoi ont-ils choisi ce nom aussi confusant ? De toute façon, Azure, ça a commencé, je pense, comme la migration d'Exchange dans le cloud. On le voit, on va en parler après, je pense, dans les API. On voit beaucoup d'API legacy pour Exchange, et ensuite ça a évolué tout doucement vers un produit dans le cloud. Donc pour moi, Azure AD n'est pas encore terminé, il va évoluer, mais c'est clairement pas un Active Directory. Alors, en termes d'audit, qu'est-ce qui fait la différence entre auditer un AD et auditer Azure AD ? Alors, il y a un slide qu'a fait Waldo, qui est l'auteur de Bloodhound sur la différence de maturité entre l'Active Directory et Azure.
Azure AD. C'est vrai que l'Active Directory s'est passé plus d'une dizaine d'années avant qu'on ait des vraies attaques, type Mimikatz, Bloodhound, des Control Pass, Pass the Hash, etc. Et Azure est beaucoup plus en retard en termes de maturité, donc il y a des outils, il y a des choses qui permettent d'attaquer, mais ça n'a pas encore le même niveau de maturité. Alors du coup, là, on se pose la vraie question de qu'est-ce qu'on audite. Est-ce que c'est vérifier les paramètres de sécurité? Est-ce que c'est des vulnérabilités de configuration très complexes qui se trouvent au sein de l'Azure AD? Alors moi, de ce que je vois, c'est qu'il y a vraiment deux familles. Il y a les outils type de vérification de la configuration, et il y a les outils type réponse à incident. Voilà, on vient d'avoir une compromission, qu'est-ce qu'il faut mettre en place de façon rapide et pour avancer. Donc c'est ce qu'on appelle le DFIR. Alors, dans les outils type DFIR, c'est ceux qu'on va trouver beaucoup plus rapidement. Donc, il y a un outil qui est fait par Azure, qui est fait par l'ANSI, pardon. Il y a également il y a même des audits qui sont faits par Microsoft, mais je crois que j'ai trouvé deux familles. Il y a un outil qui est fait par la Dart Team, donc qui est le CERT de Microsoft pour ses clients. Il y a également un autre type d'outil, donc ça on les trouve sur GitHub. Il y a également d'autres types de vérification qui sont essentiellement de la vérification de configuration. Alors j'ai été surpris de savoir que Microsoft avait un outil PowerShell pour le faire. Il faut aller sur GitHub, donc l'utilisateur c'est Azure AD et le nom du projet ça s'appelle Azure AD Assessment. Et puis il y a également des outils plus un peu découvertes. Donc là c'est l'attaquant, il vient de rentrer dans votre domaine et il veut essayer de faire une reconnaissance. Donc là on a l'outil écrit par Dirk-Jan qui est RodRecon par exemple. Il y a également l'outil, alors j'ai plus l'auteur en tête, qui a fait AD Internals. Beaucoup d'API inter-Microsoft qu'on retrouve dans quelques modules PowerShell un peu disséminés, il a regroupé dans un seul outil. Donc en fait, on a déjà des outils qui permettent d'avoir une première reconnaissance, une première idée de l'Active Directory. Alors le problème, c'est que pour lancer ces types d'outils, il faut des droits très avancés. Donc jusque-là, il fallait le droit qui s'appelle Global Admin, qui est grosso modo l'admin vraiment général, alors que là maintenant ils ont inventé plutôt un droit restreint qui s'appelle Global Reader, je crois. Alors l'avantage de ce compte, c'est que c'est la même visibilité Global Admin, mais uniquement en lecture. Là où par contre, où il y a des sociétés, ça va pas forcément l'utiliser pour faire un audit, c'est qu'en fait ce compte, comme il a accès à tout, quand je dis à tout, c'est à tout, en fait il peut se connecter au mailbox des utilisateurs et puis voir les emails. Ouais, en fait, ça c'est une nécessité apparemment que tu as au niveau des droits, c'est que tu as besoin d'avoir des droits sur Exchange, même pour aller vérifier des partages, des choses comme ça. Et ça, il y a cet effet de bord là. En tout cas, on se retrouve pour tout ce qui est audit. Alors là, on est encore sur le high level avec une multitude d'outils qui checkent une multitude de paramètres et se pose la question aussi de l'obsolescence de ces produits. Je pense par exemple à Microsoft qui fait une quantité d'ajouts fonctionnels au fur et à mesure. J'ai vu un script PowerShell qui s'amuse à compter le nombre de releases par mois. Et le dernier mois où j'ai regardé, le mois dernier, je crois qu'ils étaient à 17 releases. Donc ça veut dire qu'on a quasiment une release par jour ou tous les 2 jours de fonctionnalités d'Azure AD. Et donc c'est vraiment compliqué de ne pas perdre le fil. Moi, je pense à une fonctionnalité d'audit, par exemple, par rapport aux comptes guest. En fait, les comptes guest, on peut leur donner différentes possibilités, voir tout, voir quasiment rien. Et en fait, ça, c'était quelque chose qui n'était pas remonté dans les API. Et il a fallu attendre une mise à jour d'Azure AD pour que ce soit déployé. Mais c'est pas ça, c'est aussi, quand vous déployez des scripts PowerShell, faut les mettre à jour pour justement que cette nouvelle API puisse être disponible. Et je me souviens de certains changements aussi dans l'API Graph qui étaient breaking. Enfin, quand ils sont passés de la version plus à 0.1.1 ou 1.2, je ne sais plus quel était le versionning, il a fallu tout réécrire, quoi. Il n'y avait pas de compatibilité ascendante, ce qui est assez rare chez Microsoft. Quid des souscriptions Azure? Ouais, alors là c'est quelque chose d'assez marrant parce que là on s'est concentré sur Azure alors que la plupart des gens vont comprendre Azure de manière générale, c'est juste une case à cocher. En fait, Azure AD, comprendre la différence entre Azure AD et les souscriptions Azure, je pense que c'est vraiment un point clé. Alors, l'Azure AD, c'est juste l'Active Directory dans le cloud, alors qu'une souscription AD, c'est comme AWS, on prend une souscription, on peut mettre autant de machines qu'il faut. Là où il y a vraiment la subtilité, c'est entre les liens. Donc en fait, une souscription Azure est toujours rattachée à un Azure AD. Ça veut dire qu'un Azure AD peut avoir
beaucoup de souscriptions. Et de manière surprenante, un administrateur de l'Azure AD ne verra pas toutes les souscriptions. Alors il y a une bidouille à faire, on peut s'inscrire de force dans les admins, en tant qu'admin dans les souscriptions Azure pour avoir cette visibilité-là. Mais il y a également à l'opposé, une souscription Azure, on peut la faire déplacer d'un Azure AD à un autre. Alors, par exemple, il y a une subtilité, quand vous avez un compte sur Gmail, Hotmail, Yahoo, en fait, vous pouvez créer une souscription Azure. Donc, en fait, Microsoft a créé une espèce d'Azure AD maître pour les emails personnels, de façon à pouvoir rattacher les souscriptions Azure. Alors, comme n'importe qui peut créer une souscription Azure, eh ben, vous n'avez pas de possibilité. Je le disais, l'admin Azure AD ne voit pas forcément tous les tenants, mais il y a des choses assez marrantes. Moi, j'ai une anecdote à partager. On a quelqu'un, vous savez, quand vous ajoutez quelqu'un dans un tenant Teams, parce que vous faites une discussion, vous voulez partager, en fait, vous inscrivez cet utilisateur comme un guest. Et donc, vous avez votre adresse email, vous pouvez être membre d'un Azure AD, qui est le vôtre, qui correspond à votre domaine, mais vous pouvez être également guest de plusieurs autres domaines. Et en fait, comme vous êtes guest de ces autres domaines, eh ben, vous pouvez rattacher votre souscription Azure à un autre tenant, où vous êtes juste guest. Et donc, dans l'entreprise dans laquelle je travaille, c'est ce qui s'est passé. Il y a un utilisateur, il a créé son Azure, machin et tout, il a créé ses machines, et puis il a cliqué sur le bouton pour transférer sa souscription Azure dans le tenant officiel de la corp. Alors du coup, nous, on se retrouve avec toutes les machines, avec le contrôle total de sa souscription. Mais est-ce que lui, à l'inverse, il peut faire des choses dans votre entreprise? Est-ce que du coup, il a accès? Officiellement non, mais alors là, on va en parler juste après. Quand on est guest, en fait, même si officiellement on peut pas faire grand-chose, il suffit juste de pousser un peu les fonctionnalités. Et en fait, on peut faire beaucoup plus de choses que ce qu'il est possible. Là, techniquement, on peut rattacher la souscription à un tenant Azure, et puis là, comme on s'appuie sur une société du CAC 40, on peut potentiellement, s'il y a une nouvelle fonctionnalité qui ajoute, voilà, il y a des vulnérabilités qui s'ajoutent du fait que ce soit pas bien testé, et là on arrive dans ces cas un petit peu bizarres où là potentiellement il y a des risques. Alors pas à ma connaissance, mais... J'ai pas compris, l'utilisateur qui a fait ça, il va pouvoir avoir accès sur les tenantes du CAC 40? Non, mais je veux dire, moi par exemple, Hervé, moi je t'invite chez Vinci, on a notre petite discussion, et puis hop, je partage un fichier, tu deviens guest. Mais comme tu es un guest, tu pourras créer ta souscription, et puis tu pourras l'attacher à notre tenant. Puis tu peux inviter d'autres users de chez nous. Il y a plein d'effets de bord que moi, j'avoue, je ne maîtrise pas trop. Mais ça me choque ça, que ce soit possible. C'est une fonctionnalité. On va en parler quand on va parler des comptes guest juste après, mais tu vas avoir une crise cardiaque quand on va rentrer dans le détail. Non, mais je te rassure, moi je reste très loin d'Azure. J'évite justement d'affecter ma tension. Mais c'est pour ça que les outils dont parlait Vincent juste avant sont hyper importants pour l'audit de conf, pour aller en particulier vérifier les comptes guest et vérifier quand est-ce qu'ils ont été ajoutés et voir s'ils sont toujours nécessaires et si c'est pas le cas, les sortir. Parce que moi par exemple j'ai eu une discussion avec Microsoft, hop, je suis ajouté en tant que guest sur le tenant Microsoft. Alors évidemment je peux pas tout faire, il y a des conditional access policy qui limitent, mais déjà j'ai passé la première barrière. Et donc alors justement qu'est-ce que tu peux faire en tant que guest ? Les guests par défaut en fait, alors il y a plusieurs settings de sécurité. Il y a le settings, tu vois que ce que où t'es ajouté. Grosso modo, c'est pas le défaut, c'est quelque chose qu'ils ont ajouté récemment. T'as aussi un settings qui est très permissif. Donc un guest est considéré comme un membre. Je te rappelle que tu peux upgrader quelqu'un comme de guest à membre. Tu changes de braquet et donc du coup il est considéré comme un membre avec tous les droits. Et ensuite il y a le paramétrage par défaut où un guest il ne peut juste voir les groupes qu'un utilisateur a, mais en donnant l'ID de l'utilisateur. Et sur un groupe, il peut voir les membres du groupe avec juste l'ID du membre. Le problème, c'est quand tu as ajouté un Azure AD, en fait, tu as quelqu'un qui t'invite. Donc tu commences déjà par avoir un premier user. Donc l'ID, ça peut être ce qui s'appelle l'object ID, c'est un GUID. Ou c'est une adresse email complète qui correspond à la personne qui t'a invité. Alors tu peux dire, on peut toujours trouver d'autres personnes en passant sur LinkedIn, via les mails qui ont fuité, et on peut toujours trouver des personnes. Mais ce qui est intéressant dans une entreprise, c'est qu'il y a toujours besoin de déployer, de rajouter des groupes. Typiquement, tu as le groupe MFA, pour être sûr qu'il est déployé. Tu peux avoir des Teams.
Et donc du coup, avec la personne qui t'a invité, tu vas demander auquel groupe il appartient. Puis ensuite, à partir de ces groupes, tu vas demander tous les users. Tu vas finir par tomber sur ce groupe global. Et donc à partir de ce groupe global, tu vas énumérer tous les users. Et puis tu vas aussi pouvoir énumérer tous les groupes. Donc dit autrement, tu n'as pas la possibilité de lister les users comme ça facilement, mais par des appels récursifs, tu es capable de lister la quasi-totalité des users. Et donc aussi, tu es capable de voir les groupes. Et tu as certains groupes spécifiques qui sont liés aux Teams. Tu vois, tu crées un Teams, tu as un groupe qui est associé. Alors mettons par exemple que tu as une compromission, tu crées le Teams incident Active Directory, investigation en cours, là tu crées le Teams, tu avais toutes les personnes qu'il faut, et puis tu as l'attaquant qui est en guest ou n'importe qui est invité, hop, on fait cette énumération récurrente, et on va trouver, bon ok, il y a un groupe qui s'appelle incident Active Directory, voici tous les membres. Et donc tu vas trouver toutes les personnes de la cellule de crise, tu vas savoir qu'il y a un incident AD, puis si les gens ils sont rigoureux, ils rajoutent des dates pour essayer de suivre les multiples teams que tu ajoutes, tu vas même avoir la date de l'incident. Donc moi j'ai pu le tester sur 2 ou 3 sociétés, et c'est assez effrayant. Alors comment tu testes justement, tu utilises quel outil ? Alors il y en a qui ont fait leur outil spécifique, c'est du PowerShell. Alors moi après je l'ai intégré dans Pinkcastle, dans la version cloud, ça doit être le 2e ou le 3e menu, et en fait pour démarrer, tu définis dans quel tenant tu veux te loguer. En fait, par défaut, tu te logs. Et ensuite, quand tu te logs, ton identité peut être associée à plusieurs tenants. Donc ensuite, tu as un menu qui te dit OK, tu veux te loguer sur tel tenant. Et ensuite, pour amorcer cette espèce de récursion, tu as besoin de donner une adresse email. Tu peux même en donner plusieurs. Et une fois que tu l'as fait ça, tu le lances. Sur des gros trucs du 440, ça prend plusieurs heures. C'est horrible, mais déjà, au bout d'une demi-heure, tu as listé la quasi-totalité des users. Et par user, c'est quoi? C'est adresse mail, c'est des ID, c'est... Ouais, l'adresse email ou l'ID. Ouais. Mais est-ce que tu récupères aussi les propriétés de l'annuaire, par exemple le numéro de téléphone, ce genre de choses? Alors ça c'est pas codé dans l'outil, mais en pratique ouais, tu as accès aux propriétés de l'utilisateur, mais il faut faire attention, tu as 2 types de propriétés, tu as la propriété restreinte et tu as les propriétés étendues. Et par défaut, alors après ça dépend peut-être de configuration, tu n'as accès qu'aux propriétés restreintes. Donc effectivement, les numéros de téléphone, l'adresse. Le manager, je suis pas sûr que c'est visible, mais on est vraiment dans des choses comme ça. Donc ce qu'on peut dire pour les auditeurs, c'est que donc, tu développes l'outil Pinkcastle que nous avons présenté dans un épisode très ancien de No Limit Sécu, hein, et qu'aujourd'hui, si tu viens nous parler de tout ça, c'est parce que tu as fait une version cloud de cet outil Pinkcastle. Ouais, alors c'est gentil de me faire la promo. Donc oui, Pinkcastle c'est un outil que je travaille depuis plusieurs années pour auditer l'Active Directory, hein, et puis merci à No Limit Sécu d'en avoir fait la promotion, vous étiez vraiment au tout début de l'outil, et donc là avec l'évolution de l'Azure, à chaque fois on me pose la question, tu as une version Azure AD, AD dans Azure et toutes les variations. La difficulté, c'est que tu es une boîte, tu veux vendre du produit. Moi, tu veux un produit Azure AD, pas de problème, je te le fais. Ça fait rien, ça fait des jolis trucs qui défilent, mais enfin bon, je te fais. Et moi, la difficulté, c'est que j'essaie d'avoir un outil qui fait quelque chose. Alors là, c'est la première version de l'outil. Hein. Alors, il faut savoir que Pinkcastle, il a été fait en 2016, donc là, maintenant, il a quasiment 6 ans, plus de 170 règles, vraiment beaucoup de travail. L'Azure AD, pour moi, c'est la première version qui commence à marchouiller. On voit des choses. Et cette version-là, j'ai fait beaucoup d'efforts pour avoir une version qui nécessite pas de droit. Faut savoir que dans tous les programmes d'audit qu'on a cités, il faut être Global Admin, Global Reader. Et puis moi, je me suis dit, je suis dans une boîte du 440, je fais de la réponse incident, on se parle d'autres tenantes. Qu'est-ce que je peux voir sans droit? Parce que moi, je ne sais même pas combien il y a d'users, je ne sais même pas quels sont les domaines, je ne sais même pas s'il y a des trusts. Si on peut parler de trusts, c'est pas la même chose. Et donc j'ai essayé de faire une version simple, sans droit pour le moment, donc il y a peu de règles, mais ça donne déjà une vision globale. Et là, je vais encore travailler pour faire évoluer le produit, mais là je pense que je ne vais pas échapper à la nécessité de demander des droits plus élevés si on veut voir des choses plus profondément. Mais il y a de la granularité ou quand tu veux faire un audit, tu es obligé de donner un user qui est global admin et donc... Pour moi, j'essaie toujours de faire en sorte qu'il n'y ait pas nécessité d'avoir des droits, parce que quand les mecs ils te demandent des droits, allez, je vais être domaine admin, je lance mon outil partout, et puis tu sais, tu essaies de cloisonner tout ça dans ton tiers 0 et tu utilises ton compte qui se connecte partout, ça devient très vite complexe. Donc moi, j'essaie d'une part de me forcer, et c'est vraiment très difficile d'avoir un outil qui n'a pas de droit. Après, je peux vous rentrer dans les règles, et après, seulement si c'est nécessaire. Pinkcastle, j'ai réussi à contourner tout ça à chaque fois, mais je pense que pour la version cloud, je vais pas y échapper.
Alors oui, il y a une petite subtilité. Là pour le moment, l'apparition cloud, ça a été mis en release, hein, c'est déjà depuis quelques mois. La version cloud, c'est pas dans le pincastle.exe, c'est dans le pincastlecloud.exe. Je l'ai mis de manière séparée pour des prérequis techniques. Il faut savoir que Pincastle, ça fonctionne jusque Windows 2000, pour vous dire, c'est de l'archéologie. Alors que pour la version cloud, on est obligé de faire du JSON, et malheureusement le JSON n'apparaît pas avant du .NET 4 ou 5, etc. Et donc j'ai fait 2 versions séparées. Mais je pense, vu les retours que j'ai, je pense que je vais devoir faire une version qui va combiner la version cloud et la version normale. Je pense que je vais dropper le support de Windows 2000 parce que les gens, ils ont l'habitude, ils téléchargent le zip, ils ont l'exe, ils double-cliquent dessus. Et s'il n'y a pas le menu qui apparaît Azure AD juste en dessous, je pense pas qu'ils vont aller jusque-là. C'est toujours difficile de changer les habitudes. Oui, ce qu'il faut préciser, c'est que Pincastle Cloud, c'est pas une version SaaS que tu héberges toi, c'est juste un programme complémentaire qui va permettre d'analyser Azure AD dans le cloud. Ouais, j'essaye de garder le même esprit que Pincastle, sous-entendu. Moi j'essaye de faire. C'est quand même un geste qui est plein de risques parce que je fais confiance aux utilisateurs pour qu'ils lancent un point exe. Mais je veux dire, moi je pourrais faire mon service cloud, je vous demande de tout rentrer et puis j'ai la visibilité sur tout. Là j'ai fait vraiment l'effort d'avoir un exe, il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de licence. Par défaut, sauf les exceptions de Pincastle, sous-entendu, vous faites de l'argent avec, mais là, vous pouvez le lancer, vous le faites chez vous, même y compris si vous êtes une boîte commerciale. Donc là, on essaie vraiment de garder l'outil Pincastle. Et puis même pour ceux qui ont fait la souscription d'une licence, c'est pas un supplément, quoi. On essaie vraiment de rester Azure AD, c'est juste un directory parmi les autres, et puis d'avancer. Ah ben franchement, t'es gentil, parce que c'est complètement une autre infrastructure. Enfin, moi, j'aurais vendu ça comme un autre logiciel en plus. Ouais, mais ce qui a fait le succès de Pincastle, c'est que les gens, ils ont essayé, ils ont fait des retours, et en même temps, si je passe dans un produit commercial, pour avoir testé les produits commerciaux, tu sais, t'as plein de bugs, et là, justement, où le Pincastle, ça s'est développé, c'est parce que même si t'as pas payé, tu fais ton feedback, c'est pris en compte, et c'est ça qui donne la valeur de l'outil, hein. Alors, tu développes des outils, mais c'est pas un peu galère de développer sur Azure? Mais la peinture est pas très fraîche, non? Il y a des bugs partout. Et puis ça coûte cher, hein. Si t'es pas dans un CAC 40, tu peux pas développer sur Azure, hein. Alors, Azure AD, l'avantage qu'on a, j'ai découvert assez récemment, c'est que t'as une version gratuite d'Azure AD. En fait, si tu crées une souscription Azure, tu mets ta carte, mais au final, tu payes rien et puis t'annules sans qu'il facture ta carte. En fait, il te crée un Azure AD. Et cet Azure AD, il reste. Alors après, si vous travaillez dans une autre société, vous pouvez toujours jouer avec. Alors moi, j'ai été bloqué parce qu'au bureau, on essaye d'avoir vraiment des pratiques de sécurité très fortes, donc pas de droit admin, des choses qui limitent. Alors oui, on a toujours possibilité de contourner ça, mais on essaye de rester dans les clous le plus possible. Et c'est toujours surprenant quand tu veux tester quand vous voulez tester les tutoriaux d'Azure, hop, faut commencer par taper la ligne de commande. Qu'est-ce qu'il faut? Première ligne, hop, faut être local admin. Dommage. Alors, il y a une option quand on installe les modules qui n'est pas définie, c'est quand on rajoute -scope espace users, ça permet d'installer les modules dans un contexte user et de commencer à jouer avec. Donc là, si vous voulez expérimenter chez vous, il n'y a vraiment aucun souci. Alors il y a vraiment 2 types d'API. Il y a le classique qui s'appelle MSOL pour MS Online, c'est vraiment l'ancêtre d'Office 365. Et il y a le nouveau module avec Graph API. Donc on peut déjà juste les installer, en jouer, etc. Il y a aussi d'autres pièges, c'est parce qu'avec Azure, là je ne parle pas d'Azure AD, je parle vraiment de Azure pour gérer ces machines virtuelles. Il y a d'autres modules et d'autres types de commandes qui est la commande AZ. AZ, je me souviens plus du module, mais c'est AZ quelque chose, c'est d'autres types de commandes. Alors il y a encore d'autres subtilités, mais là on va pas rentrer dedans, mais c'est comme il y a une feature qui arrive, on peut se mettre dans le canal bêta pour avoir accès au pré-truc avant que ce soit commité, bref c'est compliqué. Alors juste avec ce PowerShell, on peut s'amuser à jouer déjà pour voir ce qu'on voit sans droit. Bizarrement, par exemple, lister les users, il n'y a pas besoin de droit, on lance la commande pour avoir les détails, clac, get AD user, on met le GUID et on a les solutions. Et là où c'est intéressant, c'est d'essayer de comparer les 2 types d'API, parce qu'en fait, on va avoir des visions qui sont complètement différentes. Je vais te donner par exemple un détail sur la MFA.
Le MFA, moi, c'est quelque chose. Moi, je travaille dans la sécurité. Moi, je veux checker. Bon, je me connecte à un Azure. Est-ce que c'est fait, c'est pas fait? Parce qu'il paraît qu'il y a des choses, etc. Donc, si on utilise Graph API, qui est l'API récente, il y a une propriété pour l'authentification forte, mais on n'a pas le droit de l'avoir. Bon, bah, ok. La partie MSEL, on a aussi la même fonctionnalité, mais ça marche pas. Par contre, sur MSEL, on a en plus une API qui permet de savoir si de lister des users qui sont compatibles avec notre politique de sécurité. Et donc moi je veux dire dans ma politique de sécurité c'est d'avoir avec ou sans du MFA, on rajoute une condition pour énumérer les users et on va réussir à savoir si les users ils ont du MFA ou pas. Donc ça c'était génial, ça marchait à 6 mois, je l'ai ajouté, je me dis ouais chouette, bon je peux pas le savoir pour tout le monde c'est compliqué mais on pourra au moins savoir pour tous les admins. 3 mois après, mise à jour de l'API. En fait, on fait pour lister les users de tel groupe pour savoir s'ils ont le MFA. Bon, clac, il liste tout le monde. Puis on fait pareil pour savoir si le MFA n'est pas activé. Clac, il liste aussi tout le monde. C'est marrant, c'est un truc un peu... comme le chat Schrödinger, on est à la fois avec ou sans MFA. Alors dans ce cas-là, on peut aussi lister ce qui s'appelle les conditional policies. Ça c'est pour ceux qui ont payé des premiums. Alors là, c'est du JSON, du machin, c'est un truc imbitable. J'ai pas encore trouvé comment le parser correctement. Et donc là on peut mettre des politiques de sécurité, mais alors là pour voir ce listing, faut utiliser Graph API. Et donc là où c'est marrant, c'est que suivant Graph API ou MSEL, on verra pas non plus les mêmes propriétés pour l'utilisateur. Donc par exemple, il y a les dates de création de synchronisation, on va les voir plutôt sur l'API MSEL, alors qu'il y a une autre API que j'ai ajoutée, je me souviens plus de laquelle, sur Graph API c'est pas possible. Alors derrière MSOL, ça utilise des vieux web services .NET, alors .NET il adore ça, alors que Graph API c'est purement du pur REST. Et alors en termes de vitesse d'énumération, bizarrement pour moi, MSOL est plus rapide que Graph API. Donc si vous voulez juste lister les users, etc., faut utiliser MSOL et pas Graph API. Oui, donc c'est plein de petits quirks, c'est surtout le problème du cloud, comme tu dis, c'est que, enfin comme tu disais peut-être hors émission, il y a une mise à jour tous les jours ou tous les 2 jours, donc à n'importe quel moment ton outil peut casser et t'as pas moyen de rollback puisque c'est changé côté serveur, quoi. Ouais, alors s'il y avait seulement un outil pour essayer de jouer avec, que je recommanderais, ce serait AAD Internals. L'outil est bien fait. Le problème, c'est dès que vous allez essayer de l'installer, alors là, tous les EDR de la Terre vont se mettre à crier parce que cet outil peut être utilisé pour utiliser certaines exploitations. Et donc du coup, en pratique, vous pouvez pas l'utiliser, vous vous retrouvez à faire du copier-coller, de code PowerShell, sachant que ça fait appel à des fonctions, bref, c'est inutilisable. Et c'est dommage parce que c'est vraiment un outil très bien. Alors, donc il y a une notion de PRT. De quoi est-ce qu'il s'agit? Ah, le PRT. Donc PRT, pour son petit nom sexy, c'est Primary Refresh Token. Alors là, on parlait tout à l'heure de PowerShell. Donc PowerShell, vous êtes obligé de vous loguer, et puis à chaque fois, il va vous demander vos credentials de l'authentification. Et puis si vous ouvrez une fenêtre, vous êtes obligé de le redemander, alors que pourtant, vous êtes potentiellement déjà logué. Il faut savoir que Microsoft, là, avec l'authentification cloud, c'est bien, mais c'est tellement utilisé partout, c'est utilisé dans Outlook, c'est utilisé dans Teams, c'est utilisé dans OneDrive. Vous imaginez, vous loguez, hop, et puis avec le MFA en plus, hop, vous lancez Outlook, authentification MFA, SMS, vous utilisez OneDrive, authentification machin, SMS, vous utilisez Teams, authentification machin, SMS, vous l'ouvrez sur votre mobile, enfin bref, c'est juste l'enfer. Donc Microsoft a inventé un truc très sympa qui s'appelle le PRT. Donc dans le protocole d'authentification, quand on s'authentifie, on a ce qu'on appelle un access token qui est valide en général pendant 1 heure. Mais une fois que ce token est expiré, c'est pas très pratique pour l'utilisateur, donc ils utilisent ce qu'on appelle un refresh token. Donc en fait, quand vous loguez, vous avez les deux, c'est un objet en JSON. Puis une fois que votre access token est expiré, vous allez utiliser votre refresh token pour vous connecter à un autre endpoint pour récupérer un nouvel access token. Et vous allez faire une espèce de récurrence. Donc ça permet de réduire le nombre d'authentifications, vous n'êtes plus obligé de le faire tous les heures, mais vous avez toujours le même problème quand vous multipliez les applications. Alors Microsoft a trouvé ce mécanisme qui s'appelle PRT, qui est mis très profondément dans Windows, qui permet d'éviter de vous réauthentifier. Donc l'idée c'est de vous authentifier une fois, votre authentification est gardée en mémoire, et puis vous pouvez vous en servir. Alors concrètement, il y a des secrets qui sont utilisés. Je ne sais pas si Mimikat il y a déjà le module pour l'extraire, mais en tout cas ça ne va pas tarder.
Et donc à chaque fois que vous connectez, je crois que c'est fait toutes les heures, il essaye de mettre à jour ce token de manière régulière pour vous authentifier. Et ensuite, si vous avez besoin d'Access Token, vous n'allez pas suivre le mécanisme d'authentification habituel, vous allez utiliser ce PRT. Alors derrière, il y a des secrets qui sont mis dans les SSS, il y a un security provider qui s'appelle Cloud AP, je crois, qui sert à rafraîchir tous les secrets. Et ensuite, il y a un composant COM qui permet de faire une interface, de récupérer ce PRT pour être prêt à l'injecter. Alors ça c'est génial, ça permet de vous authentifier, il suffit juste d'installer Outlook, OneDrive sur votre PC perso, il n'a pas besoin d'être joint à Azure AD, et vous allez pouvoir vous authentifier une fois, même avec MFA, et puis vous allez rester authentifié tout le temps. Là où c'est génial pour les outils de sécurité comme nous, c'est que faire un prompt de l'utilisateur, c'est compliqué, c'est chiant, etc. C'est pas très user-friendly. Mais l'avantage avec ce PRT, c'est qu'on va pouvoir récupérer l'authentification avec Azure AD et puis se connecter directement. Donc il n'y a pas besoin de présenter de prompt, il n'y a pas besoin de vérifier le MFA. C'est très bien pour Pincastle Cloud, mais moi à long terme, quand j'ai vu le truc, j'ai eu une crise cardiaque parce que je me suis dit les utilisateurs ils installent le Outlook chez eux, ils installent le Teams parce qu'ils aiment bien faire du télétravail, ils n'aiment pas allumer le PC Pro qui rame, donc du coup ils ont dû enregistrer le mot de passe comme n'importe qui le ferait. Ça veut dire que si un malware qui tourne sur ce PC là, il peut se connecter sur Azure sans faire de prompt. Du coup il peut commencer, là il est plus guest, là il est membre, et là il peut lister tous les users qu'il a, il peut faire des liens de phishing personnalisés en rajoutant l'adresse, le manager, on peut inventer vraiment beaucoup de scénarios. Après, c'est fait exprès aussi. C'est un peu l'objectif du truc, c'est d'avoir un jeton, donc le refresh token, qui te permet d'avoir des jetons, une validité courte, mais le refresh token, normalement, on est censé lui mettre une validité qui n'est pas trop longue non plus. C'est genre 1 semaine, 2 semaines. C'est plutôt 90 jours par standard, je crois. Les boîtes que j'ai vues, elles mettent quand même des durées plus courtes, genre 2 semaines max, parce que justement, il y a quand même un risque assez fort en cas de compromission. Mais il n'y a pas que ça, j'ai découvert un truc qui s'appelle le login int. Oui, alors il faut savoir que avant on avait des programmes qui volaient les credentials, c'est ce qu'on appelle des stealers, ils volaient le login mot de passe et puis c'était tout. Maintenant ils volent les cookies d'authentification, on a eu le cas cet été avec le Evil Jinx, il y a une campagne qui a été mise sur Microsoft, donc là déjà il reste sur ton Azure, mais moi en fait ce que j'ai découvert quand tu fais une authentification manuelle, en fait dans ton token tu as un scope, donc tu veux te loguer à Azure, tu veux te loguer à t'as les API de management pour avoir d'autres informations. Mais à chaque fois, tu es obligé de t'authentifier, donc tu es obligé de t'authentifier 3 ou 4 fois. Mais ça, c'est le vol de cookies, c'est ce qui a été utilisé contre Electronic Arts et d'autres. Il y a des places de marché dans le darknet qui te permettent d'acheter des cookies qui ont été volés sur les postes des utilisateurs. C'est une technique qui dépasse largement Azure. Ouais, alors il y a un autre truc que j'ai découvert, c'est ce qu'on appelle les login int. En fait, quand tu t'es déjà authentifié et que tu passes une référence de l'authentification précédente, tu es capable de te réauthentifier sans avoir à fournir ton login mot de passe. Alors c'est un truc qui fait appel à une pop-up, mais en fait ça s'affiche et ça disparaît. Alors moi du coup elle est masquée parce que ça dure moins d'1 seconde, et en fait à partir d'une authentification existante, sans PRT, tu es capable de maintenir ta persistance plus longtemps et d'accéder aussi à d'autres services. Hervé ne parle pas beaucoup parce qu'il a déjà fait 2 AVC en apprenant toutes ces histoires de tokens qu'on peut piquer, de cookies, etc. et toutes les portes dérobées qu'il y a sur Azure. Je parle pas beaucoup parce que j'essaye d'imaginer comment, avec un système qui change tout le temps, je peux arriver un jour à trouver quelqu'un qui accepte de dispenser une formation où il va devoir réécrire la moitié de la formation à chaque session, tellement l'interface a changé. Et je me dis que si ces clouds ont mis en place ce système comme ça qui change tout le temps, c'est justement pour rendre les gens qui font de la sécurité fous et ne jamais y arriver. Et donc en fait c'est la prime à l'attaquant qui exploite la nouveauté avant même que les défenseurs aient pu développer les outils pour la détecter, l'analyser et l'éviter. Ouais, alors là on n'est pas dans la même optique parce que l'avantage c'est que l'Azure AD il est global. Et moi, je pense par exemple à Dirkhan, que j'admire beaucoup. Les gens maintenant, ils découvrent des vulnérabilités liées à ces ajouts de fonctionnalités, et puis avant que ce soit public, ils le disent à Microsoft pour qu'ils puissent le corriger. Donc il a fait
un speech à la Black Hat, par exemple, sur les guests. L'idée, c'était de backdoorer les comptes admin. Donc là, on a déjà pris le contrôle AD. C'était de backdoorer les comptes admin avec des comptes guest. Il y a une propriété dans l'Azure qui permet de faire le lien, c'est ce qui permet de savoir si un guest, il est guest, et puis faire la référence à ce compte-là. Et l'idée qu'il avait, c'était d'avoir une propriété et de pouvoir mettre les mêmes configurations qu'un guest, sauf qu'avec un utilisateur normal. Il a quand même été assez loin parce qu'il s'est rendu compte que on pouvait lister les invitations, on avait les propriétés qui permettent d'accepter les invitations, et il y avait aussi un call d'API qui permet d'accepter les invitations. Et donc sa méthode d'attaque, c'était: j'arrive dans un AD, je vais faire ma backdoor, ok, je vais repérer un compte qui m'intéresse en regardant les invitations qui ont été envoyées, ok, je les ai repérées, celle-là elle n'a pas été acceptée, je vais l'accepter, donc du coup je vais pouvoir récupérer ce compte guest, ensuite je le backdoor, je mets le lien pour dire que mon compte admin c'est un compte guest, et puis comme ça, je peux prendre à n'importe quel moment le contrôle de l'admin. Donc ça c'est des vulnérabilités liées à l'ajout de fonctionnalités. Mais l'avantage, c'est que la démarche de ces chercheurs comme ça, c'est de faire évoluer le produit, et puis au final, on ne se retrouve pas dans des produits, dans des choses qui sont implémentables facilement par les attaquants. C'est clair que pour l'Exchange, Active Directory, on peut regarder les codes sources et puis pouvoir l'exploiter. Il y a eu aussi une présentation qui a été faite cet été par Orange Tser. Et lui, c'est un fou furieux. Il s'est attaqué au hashtag d'IS en utilisant des collisions sur des algorithmes dans tel cas machin, et puis tu as un refresh dans les 15 jours. En fait, il arrive à bypasser ça, et puis il arrive à prendre le contrôle d'Exchange, mais il a vraiment regardé le code source. Et avec Azure, jusque-là, on n'a pas accès au code source, même si on sait très bien que le SharePoint, on peut toujours le télécharger, l'Exchange, on peut toujours le télécharger, et il y a quand même... on est capable de voir quand même pas mal de choses. Bon, est-ce que tu aurais un ou deux conseils, des bonnes pratiques pour les auditeurs qui seraient un peu inquiets après nous avoir écoutés? Ouais, alors moi j'ai essayé de mettre la petite sauce dans Pinkcastle. Faut savoir qu'il y a c'est ce que je disais au début, sur l'audit, c'est des mauvaises configurations. Là, il faut les droits d'admin, Global Reader ou des choses comme ça pour voir les paramétrages, c'est pas très pratique. Il y a des guides du CIS où ils essayent de lister déjà des bonnes pratiques de base. Alors, il y a des choses qui sont faisables en ligne de commande, des fois sans droit, des fois avec droit, et malheureusement, il y a des choses qui ont besoin de droit. Donc, en attendant que Microsoft ils ajoutent des fonctionnalités, ça va être compliqué. Mais Microsoft bouge, parce que, comme je vous disais, le guest par défaut, il peut faire tout, et puis on peut baisser ce niveau de sécurité ou l'augmenter. Mais jusque-là, on n'est pas en capacité de le vérifier, et ils ont rajouté une fonctionnalité qui permet de le faire. Donc ça, c'est vraiment plutôt positif. Il y a également des contrôles de sécurité, par exemple liés à la synchronisation avec l'Active Directory en local, ce qu'on appelle l'AD5. Donc ce qui est bien, c'est que sans droit, on peut voir avec quoi c'est synchronisé. Le problème, c'est que juste lister les fonctionnalités qui sont ajoutées sur ce lien de connexion, faut des droits d'admin. Et c'est ça qui est assez embêtant, c'est que si par défaut il y a un niveau de droit moyen, mais si vous êtes sur des admins qu'on durcit, sans droit vous voyez rien. Alors il y a des choses qui n'est pas vraiment checké. J'ai fait l'accent sur Pinkcastle, c'est un peu le footprint qu'a un Azure Active Directory, parce qu'au final, pour voir si c'est grand, il y a beaucoup de guests, beaucoup d'applications, on ne le voit pas beaucoup, et puis faut multiplier les écrans. Donc moi, ce que j'ai essayé de faire, je liste déjà juste les noms de domaines qui sont configurés. Donc moi, j'utilise, comme tout le monde, une société de cybernotation, puis on check les noms de domaines et on fait « Ah, tiens, celui-là dans mon Azure, il n'est pas dans le truc, donc ça veut dire qu'il n'est pas contrôlé. » Donc il y a ces niveaux-là. Il y a aussi tout ce qui est niveau guest. Dès qu'il y a des gens qui travaillent pour vous, quand vous avez des filiales, vous avez en général plusieurs tenantes, donc vous invitez les uns les autres. Puis il y a également tous les gens qui participent à votre projet. Donc comme je vous le disais, il suffit de n'importe qui participe à un team s'il devient guest. Et malheureusement, il n'y a pas de fonctionnalité pour lister les guests facilement, sauf à faire de l'Azure, donc à faire du PowerShell. Donc moi, j'ai ajouté cette fonctionnalité. Puis quand j'ai vu les guests, je me suis dit merde, ils sont dans quel domaine, ils appartiennent à telle boîte. Donc après, il faut essayer de regrouper. Et donc moi, je suis dans une société de la construction. On travaille beaucoup sur des chantiers en joint venture et des trucs comme ça. Et moi, j'ai été surpris de voir, il y a la quasi-totalité des concurrents où il y a au moins une personne qui est guest dans notre tenante. Et donc ils peuvent lister tous les utilisateurs qu'on a. Après moi, vraisemblablement, on doit pouvoir faire la même chose chez eux, mais on ne sait pas quel compte est guest chez eux, donc c'est pas forcément facile à faire. Mais en tout cas, là,
les gens de cette société-là, ils peuvent faire. Et puis vous regardez, vous avez toutes les sociétés dans les Big Four qui peuvent se connecter chez vous. Donc j'ai essayé de faire un espèce de table de synthèse sur les guests, et c'est pas facile. L'autre gros point, d'après moi, qui est important et qui n'est pas très audité, là on le voit dans certains outils de DFIR, c'est les applications. Donc vous avez des applications qui peuvent être dans votre tenant ou dans des tenantes externes, que vous trustez de manière implicite. Et ensuite, ces applications, elles ont des droits. Là aussi, difficile de savoir si vous avez des droits explicites et vous avez des droits implicites. Vous avez les droits que vous donnez à l'application, par exemple, de voir toutes les boîtes mail. Donc là, c'est des droits explicites. Et vous avez des droits qui sont implicites dans le sens où si vous avez un admin qui a le droit de voir le contenu des boîtes, et ben si l'admin se connecte, vous pouvez prendre le token et regarder le contenu des boîtes. Donc quand vous avez des applications locales, c'est toujours important de voir le privilège que ces applications ont. On a toujours le problème de la supply chain. Et puis il y a également si vos applications elles sont hébergées dans un autre tenant. Moi je pense par exemple à l'application de facturation qui est hébergée dans le tenant du provider, mais il y a toutes les boîtes du 440 qui doivent l'utiliser. Et donc il suffit juste de hacker cette boîte, cette application. Et puis comme l'application, il y a des gens qui ont des droits qui se connectent dessus. Et du coup, ils peuvent se retrouver avec des permissions très élevées. Et là c'est le tenant qu'on risque de compromettre. Pour le moment, il n'y a que quelques règles dans Picastle Cloud. C'est vraiment celles qu'on est capable de voir sans droit. Mais déjà, juste la partie sur l'exposition Internet, les guests. Dans les Conditional Access Policy, on veut également les réseaux qui sont trustés. Donc ça permet de voir que si l'attaque elle vient de telle IP, en général on met des ranges d'Azure ou on met des ranges assez larges, on est capable de contourner ça. La difficulté c'est plutôt celle qu'a un RSSI, c'est de réussir à combiner les micro-configurations qui sont faites pour fonctionner le système pour avoir une vision globale et pouvoir apprécier le risque. Est-ce que ces fonctionnalités liées à Azure AD, c'est quelque chose sur lequel tu vas faire un effort? Est-ce qu'il faut s'attendre à de nouvelles fonctionnalités? Là pour le moment c'est la version 1, elle fonctionne sans droit, n'importe qui peut le tester, et puis même avec le PRT vous pouvez faire dans un batch, il n'y a même pas besoin d'avoir, s'il faut une console peut-être pour micro-afficher la pop-up, mais là on est déjà capable de voir beaucoup de choses, tous les gens qui acceptent les applications. Il y avait eu des tentatives de phishing, où on vous envoyait un lien de phishing sur une app soi-disant Microsoft, et puis il y avait le pop-up qui s'affichait, voulez-vous consentir, puis vous faisiez un consentement pour tout. Donc dans des choses recommandées par exemple par le CIS, on retrouve la configuration du consentement pour pas faire en sorte que n'importe quel utilisateur il puisse valider l'application pour l'ensemble du tenant. Donc il y a des choses qui sont recommandées. La difficulté, c'est de réussir à accéder à sa paramétrage sans avoir de droit. Donc en fait, c'est une vraie différence avec l'Active Directory. L'Active Directory, c'était public, sauf si c'était restreint pour des questions de sécurité. L'idée, c'est d'avoir une transparence sur les fonctionnalités, alors que Azure AD, on est vraiment dans un directory à plat, et puis les fonctionnalités d'admin, comme c'est interface d'admin, c'est bien protégé, mais en même temps, c'est très difficile d'auditer sans avoir de droit extraordinaire. Ok Vincent, est-ce que tu voudrais ajouter le mot de la fin? Je pense que l'AD a de beaux jours devant eux, mais en tout cas l'Azure AD, c'est vraiment the place to be en ce moment. Il y a des programmes qui sortent de manière régulière. Après, savoir quel sera le programme de référence, ça on ne peut pas le savoir. Mais en tout cas, il y aura du travail pour Azure AD. Et puis le produit va évoluer. Et puis pour pouvoir transitionner les Active Directory qui sont on-premise vers un Azure AD, je pense que Microsoft, ça sera leur stratégie à 3 ou 5 ans. Il va falloir qu'ils en rajoutent des fonctionnalités. Malheureusement, on risque d'importer des problèmes de sécu dans ce nouvel environnement qui est encore relativement vierge. Eh bien, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci aux contributeurs. Chers auditeurs, nous espérons que cet épisode vous aura intéressé. Nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Au revoir. Au revoir. Au revoir.